Ceci est l'histoire d'une femme soi-disant maléfique qui finit par épouser un noble issu d'une famille en déclin, installé aux confins de la civilisation. Dans un monde qui fonctionne comme un jeu de drague, tout le monde s'attend à ce qu'elle soit une noble égoïste de plus, mais elle renverse le scénario grâce à son intelligence, ses compétences et une volonté inébranlable. Aux côtés de son mari, elle se bat contre le destin que le jeu avait écrit pour eux. Tout commence avec Ragnar Brave, le troisième fils d'une famille noble autrefois célèbre. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver accablé par une montagne de responsabilités ennuyeuses, mais après une guerre brutale qui anéantit toute sa famille, il hérite d'un territoire en ruine à la frontière, connu sous le nom de « Terre de la Bravoure ». Un endroit où règne davantage le chaos que l'ordre. Assis dans son bureau, noyé sous les papiers, Ragnar en a assez. Dans un monde rempli d'épées, de sorts et de monstres, il est coincé à faire de la paperasse. Les rapports constants, les efforts de reconstruction, les problèmes d'approvisionnement, tout cela le rend fou. Il a été formé pour se battre, pas pour classer des dossiers. Il apprend que la majorité du personnel du manoir n'a pas survécu à la dernière attaque. Le domaine est sous-effectif, à moitié en ruine, et tient à peine debout. Pourtant, on s'attend à ce qu'il le maintienne en état de marche. Le territoire lui-même est un désastre. Certes, il possède des ressources précieuses, des minéraux rares, des restes de monstres, et bien plus encore. Mais tout cela ne vaut rien quand des monstres rôdent librement dans les environs. Les ennemis considèrent la région comme leur terrain de jeu personnel. Incendies, embuscades, fermes détruites, les catastrophes s'enchaînent sans fin. Personne ne veut y vivre. La plupart des nobles agissent comme si l'endroit n'existait même pas. Ragnar fait le point avec une personne proche. Il découvre que personne dans sa famille n'a jamais appris à gérer un territoire. Son père et ses frères aînés étaient des guerriers, de vrais combattants. Ragnar, lui, était censé être libre, formé pour explorer, combattre des bêtes, parcourir les terres sauvages, pas pour diriger un domaine en ruine. Mais la vie en a décidé autrement. La guerre l'a laissé seul survivant. Aujourd'hui, il hérite d'un titre, d'une terre dévastée, et d'un avenir rempli de problèmes. Honnêtement, il préférerait partir à la chasse aux monstres plutôt que de s'occuper des registres fiscaux et des mauvaises récoltes. Mais abandonner n'est pas une option. La région ne peut pas survivre seule. Elle a besoin d'alliés, ce qui signifie qu'il faut jouer le jeu de la société noble, retourner dans la capitale, fréquenter l'académie et tisser des liens. Le problème, c'est que Ragnar n'est pas doué pour ça. Les discours sophistiqués, les agendas cachés, les sourires forcés. C'est un autre champ de bataille, et il n'est pas sûr d'y avoir sa place. Puis, sans prévenir, une nouvelle arrive, une proposition de mariage. Une famille noble de la campagne souhaite sceller une alliance par les liens du mariage. Cela semble soudain, et louche. La plupart des femmes nobles ne veulent rien avoir à faire avec la terre de la bravoure. Même les fiancés de ses frères ont fui quand les choses se sont compliquées. Il est sur le point de refuser sans réfléchir, mais il apprend alors la vérité. La famille de la future épouse est le principal fournisseur d'armes et de nourriture pour le territoire. S'il refuse, il risque de perdre la seule bouée de sauvetage qu'il lui reste. Alors, il hésite. Peut-être qu'il y a plus dans cette histoire qu'un simple mariage arrangé. Peut-être que c'est une question de survie. Plus tard dans la nuit, Ragnar fixe le plafond de sa chambre, complètement vidé. Des souvenirs d'une autre vie commencent à refaire surface, des rêves étranges, des éclairs d'images qui ne devraient pas exister. Une image se détache, se fait frapper par un ORC. Il ne se souvient ni du moment ni de la manière, mais cela semble trop réel pour être un simple rêve. Il retrouve un vieux téléphone, enfoui dans ses affaires, et l'appareil s'allume. Sur l'écran, un jeu. Un jeu où son nom apparaît. Il l'ouvre, et son cœur se serre. Tout devient clair. Ce monde n'est pas simplement un univers de fantaisie. C'est le décor d'un jeu autonome auquel il a joué dans une vie antérieure. Le personnage principal de ce jeu est une fille roturière qui rejoint une académie noble, où elle rencontre plusieurs prétendants, chacun avec son arc narratif dramatique. Mais l'histoire ne se termine pas bien. Le jeu culmine dans une guerre dévastatrice. La capitale royale devient un champ de ruines. Les villes brûlent, les maisons nobles tombent, et au milieu de tout cela, il y a son territoire, son peuple. Ragnar comprend alors la vérité, ce monde de jeu suit un scénario, et il fonce droit vers le désastre. S'il veut protéger ce qui reste, il devra affronter le destin lui-même. Parmi les personnages, une figure se démarque, Alika Oldwood. Une noble formée pour devenir reine, fiancée du prince.
Avec sa beauté irréprochable et ses talents exceptionnels, elle surpasse tous les autres. Mais sa personnalité est décrite comme cruelle et glaciale. Son rôle dans le jeu est de faire obstacle à l'héroïne. Elle renforce constamment son lien avec le prince, multipliant les actes de harcèlement, qui deviennent de plus en plus violents. Finalement, cette rivalité culmine dans un duel pour l'honneur du prince, qu'elle perd de façon humiliante. Les conséquences de son échec sont immédiates, elle est privée de ses fiançailles avec le prince. Ragnar repense à son avenir, en se remémorant les événements du jeu. Selon le scénario, après cet incident, elle accepte ses responsabilités et est envoyée pour épouser un noble de la frontière, un destin dur, mais en accord avec son rôle dans l'histoire. Alors qu'il réfléchit à tout cela, il ressent un profond malaise, la femme qui s'approche de son domaine n'est autre qu'elle. Alika Oldwood. Elle arrive, sans se douter de ses pensées, et demande si la maison appartient à sa famille. Allongé sur son lit, Ragnar redoute l'idée de partager sa vie avec une femme d'un caractère aussi instable. Il imagine que son arrivée marquera le début d'un enfer quotidien, fait d'insultes et de mépris, et l'idée de devoir fréquenter l'académie à ses côtés le remplit de désespoir. Alors que son angoisse grandit, son fidèle serviteur vient l'informer qu'elle est arrivée. La nouvelle le prend au dépourvu. Il s'habille en hâte, et demande avec une inquiétude sincère pourquoi une femme élevée exclusivement pour le prince héritier viendrait jusqu'à chez lui. SBA suggère qu'elle pourrait fuir des ennuis, cherchant refuge, et qu'elle donnerait l'exemple en venant dans un endroit où le taux de mortalité est élevé, comme le territoire de Bray. Cette révélation le bouleverse davantage et accentue son malaise. Il se tient devant sa porte, l'esprit en ébullition. Lorsqu'elle finit par sortir, il est frappé par son apparence. Il remarque une large cicatrice de brûlure autour de son œil. Seva la salue en se présentant, et elle lui répond d'un ton mélancolique, notant sa réaction à son apparence. Elle explique avec une tristesse contenue que la brûlure est le résultat du duel qu'elle a perdu. Pris entre la gêne et l'inquiétude, il tente de réagir avec délicatesse. Il suggère que ce genre de blessure est courant dans une région aussi dangereuse, où soldats et aventuriers portent souvent des cicatrices. Il observe son visage, ressentant une profonde compassion pour la façon dont sa beauté a été marquée. Mais il se surprend aussitôt à penser que cette cicatrice semble désormais convenir à une femme destinée à une vie de honte. Leur échange se poursuit lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange sur sa main. Lorsqu'il ouvre la paume de sa main, il découvre un insecte démoniaque accroché à sa peau. Elle lui explique que ces créatures naissent des malédictions et représentent la haine et les rancunes de ceux qui l'entourent. Elle révèle que le nombre impressionnant d'insectes démoniaques qui l'affligent est le reflet de l'animosité intense qu'elle subit. Il est frappé par la portée de cette révélation, elle est profondément haïe par ceux qui l'entourent. Alors qu'elle partage cela avec lui, il prend conscience de son calme étonnant malgré la malédiction écrasante qu'elle porte. Ses pensées commencent à changer, et il se demande si ses actions, y compris ses affrontements avec l'héroïne du jeu, ne sont pas entièrement de son propre fait. Ce monde, pense-t-il, est conçu pour le drame, où l'antagonisme est nécessaire pour que l'histoire avance. Plus il y réfléchit, plus il se met à douter, et si son comportement n'était qu'un produit des manipulations du jeu, déformé pour correspondre à une intrigue tordue. Il commence à voir qu'ils sont tous les deux des pions dans un monde régi par le destin, sans véritable contrôle sur leur propre vie. Il se souvient alors de ce qu'il sait de son avenir. Dans le jeu, elle finit par conclure un pacte avec un démon, devient un monstre et sème la destruction, causant la ruine du territoire de la bravoure. Cette connaissance le bouleverse profondément. Savoir que chaque chemin possible mène à la destruction de son territoire lui fait prendre conscience que son destin est lié au sien. Et s'il ne fait rien, la chute de sa terre natale est inévitable. Son inquiétude grandit alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire. Il est pris entre le désir de résister au scénario écrit d'avance et la peur que, quoi qu'il tente, le monde autour de lui soit condamné à s'effondrer. Cependant, une nouvelle détermination naît en lui, malgré l'avenir sombre qui semble inévitable. Il décide de lui tendre la main, de lui offrir une chance de recommencer, de reconstruire sa vie et d'échapper au destin que lui impose l'histoire du jeu. Ensemble, ils se tiennent à la croisée des chemins, incertains de ce que l'avenir leur réserve, mais sa volonté se renforce. Elle ne pourra peut-être pas changer le monde, mais il fera tout ce qui est en son pouvoir pour la protéger, ici, sur ces terres. Alors qu'ils continuent leur promenade à travers la maison, il sursaute en écrasant par accident un insecte démoniaque, le tuant sur le coup. Il repense à ce qu'il lui a dit plus tôt, son désir de résister à ce monde, mais elle ne comprend pas le sens de ses paroles. Elle lui demande de clarifier, et il lui sourit en répondant que ce n'est rien d'important, simplement sa détermination à faire de son mieux.
Elle semble clairement déçue et lui confie que cela fait bien longtemps que personne ne lui avait souri ainsi, de manière aussi naturelle. Elle commence à marcher devant, et il la suit en silence, réfléchissant à ce chemin qu'ils s'apprêtent à parcourir ensemble, sans que ni l'un ni l'autre n'en ait pleinement conscience. Quelque chose commence à changer en elle, doucement, sans bruit. 5 jours passent calmement pendant son séjour au domaine de la famille Brave. Elle ne parle presque pas, ne cause aucun problème. Elle se contente de manger les repas laissés devant sa porte et reste enfermée dans sa chambre. Elle garde ses distances, enfermée dans son monde. Pendant ce temps, lui est occupé à tenter de se débarrasser des insectes démoniaques qui continuent d'apparaître un peu partout. C'est frustrant. Il en vient même à se demander si ces choses ne sont pas envoyées de loin à l'aide de la magie. Il est dépassé, et cela se voit. Un jour, SBA arrive et le voit dans un état de tension extrême. Lorsqu'il lui demande ce qu'il se passe, il finit par exploser, avouant qu'il voit réellement les insectes, partout autour d'eux. Il demande l'aide de SBA. Il envisage de remonter la trace des insectes jusqu'à leur source pour tout arrêter, mais SBA le met en garde, faire ça pourrait bien provoquer l'effondrement de la maison tout entière. C'est à ce moment-là que la vérité le frappe. Le vrai problème, ce ne sont peut-être pas seulement les insectes, mais peut-être son cœur à elle brisé, plein de douleur, qui les attire silencieusement. Et ça, il ne sait pas comment le réparer. Se battre, ça, la famille Brave sait faire. Mais comprendre quelqu'un comme elle, c'est nouveau. Voyant à quel point il est perdu, SBA tente de remonter un peu l'ambiance. Il dit qu'il a une bonne idée. Le lendemain matin, il se rend devant sa porte, frappe doucement et l'appelle pour venir prendre le petit déjeuner avec eux. Comme une petite pause thé à l'académie, juste un moment convivial pour créer du lien. Il lui dit qu'il devrait essayer de se rapprocher, comme le font les étudiants à l'école. À sa grande surprise, la porte s'ouvre immédiatement. Elle est déjà debout, elle l'attendait, et dit qu'elle avait laissé la porte entr'ouverte exprès pour ça. Il pousse un soupir de soulagement, heureux de la voir en forme. Ils sortent ensemble pour prendre le petit déjeuner. En mangeant, elle remarque à quel point il a frappé fort, se demandant s'il n'a pas failli casser la porte. Il rit et lui dit de ne pas s'inquiéter, il peut réparer n'importe quoi. Après tout, un noble devrait savoir un peu tout faire, même les réparations. Mais le plus important, ajoute-t-il, c'est de simplement profiter du petit déjeuner et du café. Elle se tait, prend la tasse et en boit une gorgée, puis se met à tousser. Inquiet, il la regarde, mais elle se contente de dire que le café est vraiment amer. Et elle s'avère qu'elle n'avait jamais bu de café auparavant. Là d'où elle vient, le café était bien trop cher, un luxe réservé aux plus riches. Elle est visiblement gênée. Il se lève aussitôt, s'excuse de ne pas lui avoir proposé du thé à la place, puis ajoute un peu de sucre dans sa tasse pour adoucir le goût. Elle en prend une autre gorgée, sourit, et dit que maintenant, c'est bon. Il lui rappelle alors de ne pas en boire trop tard le soir, sinon, elle risquerait de fixer le plafond jusqu'au matin. Il s'installe et continue de manger. Elle jette un œil à son assiette et lui demande ce qu'il mange. Il lui répond que c'est de la viande de monstre. Elle est choquée. Elle lui demande si c'est vraiment comestible. Il hausse les épaules et dit qu'ils en mangent depuis qu'ils sont enfants, alors ils s'y sont habitués. Ce n'est pas un délice, mais ça les garde en vie pendant les périodes difficiles, surtout en temps de guerre. Elle le regarde, intriguée par le fait qu'il insiste à tout faire seul. Il baisse les yeux et avoue que c'est parce qu'il manque de personnel. Même les domestiques prennent les armes si nécessaire, mais la plupart ne sont plus là. Elle écoute en silence. Puis il se lève, le regard grave. Il lui dit que dans la famille Brave, perdre ne veut pas dire échouer. Tant qu'on survit et qu'on avance, c'est ça qui compte. Se relever, encore et encore, c'est ce qui les définit. Il s'approche d'elle et lui touche doucement le visage. À travers ses yeux, il lui fait comprendre qu'elle est forte, elle aussi. Il lui dit qu'ici, on ne cache pas ses cicatrices. On les honore, pour ce qu'elles prouvent. Il lui montre la marque sur son propre front. Il s'approche encore, expliquant que c'est normal pour lui d'examiner de près les blessures des soldats. C'est une habitude, pas une intrusion. Puis, changeant de sujet, il l'invite à faire une promenade. Il lui dit que les terres alentours sont peut-être en désordre, mais qu'elles sont magnifiques, sauvages, pleines de vie et de nature encore intacte. Il veut qu'elle voie ça. Elle semble surprise. Il continue, disant que lorsqu'on est entouré de cette nature, toute la douleur, tous les conflits, tout paraît plus petit. Comme si ça ne contrôlait pas tout.
Comme si, peut-être, juste peut-être, il y avait autre chose dans la vie que la souffrance. Elle reste silencieuse un moment, perdue dans ses pensées. Puis, avec un petit hochement de tête plein de détermination, elle décide de l'accompagner. Elle lui dit qu'elle serait heureuse de voir l'endroit dont il parle. Ils commencent alors leur chemin ensemble. En s'enfonçant plus profondément dans les montagnes, elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elles sont vastes et sauvages. Elle n'imaginait pas qu'elles soient aussi immenses. Il lui montre les montagnes Houdini au loin, et commence à lui raconter l'histoire longue et accidentée de ces terres. Loin du confort de la capitale, elles sont célèbres pour leurs herbes rares et leurs minéraux introuvables ailleurs. Elle l'écoute, un peu déconcertée. Elle s'était attendue à trouver un joli petit village, ou peut-être des spécialités locales, mais ce n'était pas assez à point et elle lui dit calmement qu'il n'y avait rien de tel ici. Elle devait déjà s'en être rendue compte, ce n'était pas une destination touristique. C'était un endroit rude, où seuls les chasseurs de monstres osaient vivre. Il l'observait attentivement, bien que tout autour d'elle lui soit étranger, elle faisait clairement de son mieux pour s'adapter. Au bout d'un moment, ils s'arrêtèrent dans un coin tranquille. Il lui proposa de faire une pause. Elle s'accroupit près d'un ruisseau, recueillit de l'eau dans ses mains et en but. L'eau était fraîche et pure, meilleure que tout ce qu'elle avait goûté jusque-là. Il lui expliqua que, comme les montagnes étaient très hautes, l'eau ne s'évaporait pas facilement. Elle restait propre, intacte. Il l'appela par son nom et lui dit qu'elle ne trouverait jamais une eau aussi pure à la capitale. Ce lieu était peut-être dur, mais si on apprenait à le comprendre, il devenait un peu plus supportable. Il ajouta que sur cette terre, amis et ennemis vivaient côte à côte. On ne pouvait se permettre de sous-estimer ni les uns ni les autres. Si elle voulait survivre, elle devait prendre tout cela au sérieux. En entendant ces paroles, elle commença à comprendre à quel point ce lieu était profond, réel. Il baissa la tête et lui dit que c'était quelque chose transmis dans sa famille, la voix des braves. Il partagea un vieux dicton, ici, les gens font leur propre choix, et ils se battent pour eux. Elle repensa aux personnes qu'elle avait croisées jusqu'à présent. Leur visage ne ressemblait en rien aux rumeurs qu'elle avait entendues. Il rit doucement et dit que les gens d'ici ne sourient pas vraiment, c'est juste leur manière d'être. Mais là, maintenant, ajouta-t-il, c'était tout à fait le bon moment pour rire. Il dit que cet endroit était un lieu où les gens risquaient leur vie, comme si c'était un jeu. Puis, sans transition, il déclara qu'il était temps de repartir. Alors qu'il grimpait plus haut, il l'encouragea à rire. Elle leva un sourcil, il venait juste de dire que les gens ne riaient pas ici, et maintenant il voulait qu'elle le fasse. Elle lui dit qu'il était plutôt bizarre. Pourtant, elle prit sa main pour continuer l'ascension. Soudain, une étrange lueur apparut devant eux. Elle s'arrêta net. Il la regarda et lui dit que c'était son endroit préféré. Peut-être que pour elle, cela ressemblait à un paysage comme un autre, mais pour lui, cela avait une signification particulière. Après avoir autant marché, il se dit qu'elle devait avoir faim et lui offrit un petit encas. Elle le regarda et lui demanda si elle pouvait cesser de lui parler sur un ton aussi formel. Il sourit et dit que oui, il n'était pas adepte des choses trop guindées. Elle sembla surprise et dit que, de toute façon, ce genre de choses ne comptait pas vraiment ici. Il hocha la tête, comprenant parfaitement. Mais soudain, son humeur changea. Elle fixa l'horizon, perdue dans ses pensées. Sa voix devint plus grave. Elle dit que choisir un chemin signifiait en abandonner un autre, et que ce qui était perdu ne pouvait être effacé. Elle déclara que la duchesse qu'elle avait été n'existait plus. C'est pour cela qu'elle s'était retrouvée dans cette terre si rude. Elle s'excusa de s'être laissée emporter par l'émotion. Elle était simplement fatiguée, lasse des mensonges, de la pression, et des insectes qui lui rampaient dans l'esprit. Il lui demanda si elle ne pouvait vraiment pas se libérer de tout cela. Il se souvint alors de quelque chose que son serviteur, Sabu, lui avait dit un jour, qu'il n'était pas doué pour faire semblant, et qu'il ferait mieux de faire face aux choses directement, avec une nouvelle détermination. Il la regarda et lui dit qu'il la protégerait désormais. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il lui dit qu'elle n'appartenait plus au duché. Désormais, elle faisait partie de la famille Brave. Son nom serait Alicia. À cet instant, il fit une promesse. Une qu'il ne briserait jamais. Il jura de la protéger, quoi qu'il arrive. Elle sourit, un peu surprise par son sérieux, et dit que ça ne semblait pas être le genre de choses qu'il disait souvent. Gêné, il admit qu'il avait en fait répété cette phrase à l'avance. Elle éclata de rire et demanda, « Qui fait ça, franchement ?»
Il avait prévu de faire sa déclaration de façon élégante, comme un vrai noble, assis calmement comme à la capitale, mais manifestement, son plan n'avait pas fonctionné. Elle vit la déception sur son visage et le rassura. Elle lui dit que la façon dont il l'avait fait était bien meilleure, simple, honnête, facile à comprendre. Puis elle ajouta qu'il avait peut-être raison. Peut-être qu'elle s'était simplement trop compliqué la vie. Elle tendit la main pour sceller leur promesse. Il lui rappela que retourner à l'académie ne serait pas facile. Les gens là-bas seraient cruels avec elle. Elle lui demanda s'il resterait à ses côtés, même dans ces conditions. Il lui sourit, totalement confiant, et répondit qu'il était très doué pour gérer ce genre de situation, elle pouvait lui faire confiance. Puis il appela soudain, Onyx. Elle cligna des yeux, confuse, sans comprendre de quoi il parlait. Soudain, un énorme dragon, sombre et imposant, apparut au sommet de la crête. Il dit qu'il avait entendu son appel. Il lui présenta la créature, Onyx, son ami. Il avait même pensé à faire du dragon le témoin de leur promesse. Le spectacle était trop impressionnant. Ses yeux s'écarquillèrent et, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elle s'évanouit. Il la rattrapa en riant doucement, taquinant qu'elle était vraiment fragile, s'évanouir juste en voyant son ami. Et ainsi, leur premier pas ensemble se termina en beauté, un début sauvage, sous l'ombre d'un dragon légendaire, avec les vents mystiques du destin qui les observaient de loin.